Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Une nouvelle invitée nous a rejoint, Augusta Conquiglia, journaliste. Soyez la bienvenue. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie d'Achakid Oumar, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères et membre de l'opposition, ainsi que notre éditorialiste Alfred Chango. Ouvrons notre dossier du jour. L'armée a toujours été un instrument politique. Tel est le constat de certains politologues. Pour exemple, entre 1960 et 2005, seulement 2 des 15 pays membres de la CEDEAO n'ont jamais connu de coup d'État ou encore de régime militaire, le Cap-Vert et le Sénégal. Nicolas Cuquel. Depuis les indépendances en 1960, les armées africaines se sont illustrées dans différents combats, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'extérieur des frontières continentales. La participation à différentes missions de gestion des conflits ou au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent n'est pas la seule raison pour évoquer les forces armées. Certaines font parler d'elles lors de coups d'État orchestrés par des militaires, comme au Mali le 21 mars 2012. Guinée-Bissau, Niger, Guinée, Égypte, Centrafrique, Tchad, les pays qui ont connu des coups d'État sont nombreux sur le continent. Les motifs varient d'un État à l'autre, mais le résultat est toujours le même. Renversement d'un régime, volonté manifeste de déstabiliser une nation, avec comme corollaire de faire ensuite appel aux puissances occidentales pour protéger les nouvelles autorités en place et favoriser leur immixtion dans la vie politique locale, et ce, sans tenir compte des attentes et besoins des populations africaines. En Afrique, peu sont les pays pouvant se vanter aujourd'hui de n'avoir jamais été déstabilisés par un putsch ou une tentative de coup d'État militaire. Dans l'espace CEDEAO, seuls 2 pays ont été épargnés par cette réalité, le Cap-Vert et le Sénégal, alors que les États voisins ont au moins connu un régime militaire. Au pays de la Teranga, les militaires ne se sont jamais intéressés à la vie politique de leur pays. Leur mission de protection de l'intégrité territoriale a toujours primé, une armée au service de la République. La mission de l'armée est tellement sacrée, défendre l'unité nationale est tellement sacrée que ça dépasse les clivages partisans. Et j'ai l'impression qu'il y a ce consensus-là. Chaque fois qu'il y a eu des tensions politiques graves, évidemment, il est arrivé qu'il y ait des hommes politiques irresponsables pour faire appel à l'armée, mais l'armée a toujours répondu que ça ne nous intéresse pas. Les problèmes politiques doivent avoir des solutions politiques. Nous, notre mission, c'est de défendre l'intégrité du territoire. Nous, notre mission, c'est une mission de sécurité. Dans les années 70-80, les relations entre le pouvoir et l'armée dans certains pays étaient très influentes. Certains États ont construit leur histoire au rythme des coups d'État, à l'image du Nigeria, qui en a connu 8 de 1966 à 1993, ou le Ghana, qui en comptabilise 5 en une quinzaine d'années. Mais les rapports ont beaucoup évolué. C'est une influence de complicité, parce que de plus en plus, à l'époque, le politique devrait se référer à l'armée pour établir un ordre politique et un ordre républicain. Et ce qui fait que l'armée était très régulière sur le terrain de la politique et se mettait au service donc, de certaines tendances politiques pour réguler des situations par rapport auxquelles elles sont appelées et parfois interpellées lorsque le désordre social et organisationnel se trouve donc à une certaine échelle élevée. Au Burkina Faso, le pays a connu en 2011 plusieurs mutineries. Les militaires à l'époque contestaient une décision de justice prononçant la condamnation de certains soldats impliqués dans un banal fait divers. Le phénomène, parti d'une caserne de Ouagadougou, la capitale, va alors se propager comme une traînée de poudre dans de nombreuses autres villes et durer plusieurs semaines. Le président Blaise Compaoré est obligé de s'octroyer le portefeuille de la défense afin de ramener le calme dans les casernes. Même si aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, ces mutineries ont créé un précédent. Tout va pour le mieux après les mutineries que nous avons constatées en 2011. Tous les militaires ont tiré des enseignements de cette crise. Et ils sont conscients qu'ils sont allés très loin dans les revendications, surtout quant aux moyens utilisés. Et nous avons, lors d'un conseil d'administration du secteur ministériel de la Défense, fait le point de tous les maux qui ont amené cette crise. Et nous sommes actuellement en train de prendre des mesures justement pour pouvoir corriger le tir. Comme le président burkinabé, de nombreux chefs d'État du continent sont également à la tête du ministère de la Défense. En Guinée, au Bénin et en Côte d'Ivoire, c'est également le cas. Mais quelle est la motivation des présidents Alpha Condé, Yahi Boni et Alassane Ouattara, pour ne citer que, de cumuler les fonctions de ministre de la Défense alors qu'ils ont déjà le statut de chef suprême des armées? Certains y voient par là une réelle volonté d'être au plus près des militaires, de mieux contrôler les hommes en armes. Une posture qui pose plusieurs problèmes constitutionnels. C'est une situation anormale.
Parce qu'il y a même des difficultés d'un point de vue constitutionnel qui se posent. L'Assemblée nationale qui doit demander des comptes au gouvernement, l'Assemblée nationale, dans les systèmes, par exemple, de régime semi-présidentiel, comme c'est le cas au Burkina Faso, le chef de l'État il est irresponsable d'un point de vue politique devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas interpeller le chef de l'État. Par contre, l'Assemblée nationale peut constitutionnellement interpeller le ministre de la Défense. Alors, si le ministre de la Défense est le chef de l'État, vous voyez bien qu'on ne crée pas les conditions pour que l'Assemblée nationale fasse son travail dans de bonnes conditions. Qui répond sur le dossier de la Défense? Qui répond devant la représentation nationale? Il apparaît évident aujourd'hui que les armées doivent devenir républicaines et ne plus s'atteler exclusivement aux missions de défense et de sécurité du territoire. Dans les pays en développement, pour certains observateurs, l'armée doit jouer un rôle en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations et participer à l'effort de construction de la nation. L'armée s'est défini un autre rôle, un rôle qui n'est plus celui donc de répondre à l'interpellation idéologique, subjective ou non, donc d'une tendance politique. L'armée s'est donné pour rôle de contribuer au développement donc du pays. On cherche à rentabiliser nos forces armées en les associant étroitement aux tâches de développement, comme le fait si bien partout dans nos États le génie militaire. Vous voyez, l'armée a des comptables. Aujourd'hui, l'armée compte aussi des médecins. Si on associe les spécialistes dans ces différents corps de développement, pourquoi ne pas s'ouvrir et accepter que l'armée ne se contente pas de rester dans les casernes? En Guinée, une profonde réforme dans le secteur de la défense a été initiée en 2011. Il était urgent pour le nouveau gouvernement de la Troisième République de guérir les maux de cette armée qui est aujourd'hui en passe de devenir une armée républicaine. L'évaluation qui a été faite, qui a été suivie d'un rapport à la demande des Nations Unies, du système des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, a permis de faire le constat très très sévère. L'absence de tout contrôle démocratique et civil des forces de défense et de sécurité, et également le non-respect des valeurs démocratiques universelles, et l'instabilité, les crises graves internes au plan politique qui ont amené une instabilité politique notoire. Et au niveau des forces armées, le non-respect de la hiérarchie, le renversement de la pyramide. Alors tout cela avait amené la communauté internationale à engager cette évaluation. Les militaires, devenus chefs d'État sur le continent africain à la suite d'un coup d'État, sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. La communauté internationale, aux côtés de l'Union africaine et des organisations régionales, ont su gérer au fil du temps ces incartades démocratiques. Comme on l'a observé en 2012 au Mali, mais avant cela en Guinée. Aujourd'hui, à la suite de l'installation d'un régime militaire à la tête d'un pays, l'organisation d'une élection présidentielle assortie d'une période de transition permet aux pays concernés d'apaiser les tensions et de préparer un retour à l'ordre constitutionnel. Les forces armées restent et resteront surveillées de près par les chefs d'État qui entendent les cantonner à leur stricte mission de défense des personnes et des biens afin d'empêcher les velléités d'intrusion dans la sphère politique. Il en va autant de l'affermissement de la démocratie en Afrique que de la place de l'armée au sein de la République. Augusta, quel est votre principal sentiment après la diffusion de ce reportage sur la politisation des armées africaines? Elles font, je veux dire, c'est un sujet qui varie de situation en situation. Tous les armées n'ont pas le même comportement, ni même les mêmes motivations le jour où éventuellement ils prennent le pouvoir. Donc il faudrait voir de près. Mais en général, il est évident que la faiblesse des États en tant qu'institution, en tant que capacité de contrôler ses propres institutions et son espace territorial font que une armée efficace veut dire un investissement conséquent, veut dire une préparation en termes de formation sur tous les plans. Donc quand on dit le génie, l'armée, il y a des médecins, c'est vrai, mais c'est quand même peut-être insuffisant pour qu'ils aient un vrai impact sur la société. Si on pense qu'au Mali, il y a encore un niveau d'analphabétisme très élevé, on s'imagine que l'armée correspond un peu, peut-être que l'armée est dans une situation meilleure, mais c'est le contexte général.
qui fait que justement ces petits privilèges, ces petits mieux donnent des ailes, créent des ambitions. Et quelle image avez-vous des armées africaines? Encore une fois, je veux dire, c'est tellement différent. Moi, je connais un peu plus de près, disons, l'Afrique australe, et c'est tout à fait une autre histoire, y compris pour ce qui est des armées qui ont eu à se battre aussi bien contre la domination de l'apartheid ou du colonialisme que celles qui ont eu des conflits plus longs comme en Angola et Mozambique. Bon, les armées n'ont pas un pouvoir politique. Il y a eu longtemps un mélange entre les pouvoirs politiques et les directions de ces armées qui étaient donc intégrées dans la structure politique de ces pays. Et puis il y a eu une vraie dépolitisation, peut-être par crainte aussi, hein, les motivations sont diverses, mais enfin il y a une vraie dépolitisation qui a fait que ces armées jouent un rôle d'armée, que ce soit la Namibie, que ce soit l'Angola ou le Mozambique. Achek Oumar, notez-vous également, comme notre invité, une dépolitisation des armées africaines? Je pense que dans tous les pays, l'armée a un rôle politique dans la mesure où elle fait partie, ou sinon elle est le principal pilier de l'État, ne serait-ce que du point de vue de l'histoire. Nos amis européens occidentaux qui nous donnent des leçons quant à la neutralité de l'armée et son alignement de la chose publique, ils oublient leur propre histoire, où ce sont les armées qui ont fait les États en réalité. Ce sont les conquêtes militaires qui ont tracé les frontières. Donc que les armées africaines soient impliquées dans la construction nationale au lendemain de l'indépendance d'une façon ou d'une autre, je pense tout à fait normal qu'ils aient un certain rôle politique. Personnellement, ça ne me choque pas. Ce qui est choquant, c'est le comportement. Quel est le rôle réel des armées? Alors, donc, ce qui est choquant, c'est par exemple l'intrusion de l'armée pour faire des coups d'État ou même sans faire de coup d'État, dans les pays où l'armée respecte l'ordre politique, souvent elle est utilisée à contre-emploi dans la répression de la contestation intérieure, etc. Donc cette déviation de l'utilisation de l'armée, et comme a dit Augusta, il faut faire la différence entre plusieurs situations. On peut globalement dire qu'il y a deux catégories d'armées. Celles qui sont issues de la colonisation, donc pour ce qui est des francophones, des anciens tirailleurs sénégalais, et ceux qui sont issus des luttes de libération, comme l'Algérie ou l'Angola, ou enfin la plupart des colonies portugaises ou d'autres pays, etc. Donc là aussi, le rôle, l'histoire et le rôle n'est pas le même. Moi, je pense qu'il faut mettre le contexte, le rôle de l'armée dans le contexte général du rôle des élites pour construire un État viable, qui corresponde à une expression nationale forte, à une économie qui marche et où chaque corps a son rôle. Donc c'est cette difficulté de construire, donc c'est un problème plutôt politique, c'est cette difficulté des élites à construire vraiment un État national, évidemment avec une certaine... par certaines étapes. On ne peut pas du jour au lendemain être un État parfait. Je pense que c'est ça qui fait la difficulté. Même les présidents civils, en général, ils se comportent vis-à-vis de l'armée comme les présidents militaires. C'est-à-dire ils sont ministres de la Défense, ou bien c'est leur domaine sécurité. Ils utilisent l'armée pour régler les comptes à des opposants. En fait, même les présidents dits civils, souvent, se comportent comme des militaires. Donc la question n'est pas civile-militaire, c'est l'usage que le pouvoir, quel qu'il soit, fait de cette structure qui est important. Alors la fin du contrôle des États par l'armée, y croyez-vous, Augusta? La Tunisie, par exemple, selon certains spécialistes, pourrait être touchée. Le contrôle de l'État par l'armée. Dans le cas de la Tunisie, je ne sais pas, puisque l'armée est vraiment minuscule. Elle n'a pas même joué un rôle pendant le coup d'État, sauf pour éviter le pire. Donc il n'a pas rien à voir avec les armées des autres pays du Maghreb ou même de l'Égypte. Je ne pense pas que ce soit un cas très significatif. Mais je voulais dire une chose à propos des pays francophones. On croit souvent que la plupart des pays francophones ont accédé à l'indépendance avec des militaires à leur tête. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun pays, ni francophone d'ailleurs, ni ailleurs, où un militaire ait pris le pouvoir. Mais pourquoi est-ce que les militaires sont intervenus par la suite? D'une part, parce que les États
qui ont accédé à l'indépendance n'étaient pas prêts en termes de capacité de gestion de son propre territoire et de ses populations. Donc les armées ont senti qu'ils avaient un rôle à jouer. Et puis il y a aussi eu des manœuvres néocoloniales, des intérêts qui se sont imposés à eux. Et là, effectivement, il y a eu un bouleversement qui a commencé avec le Togo et qui a... Le Nigeria est un cas significatif, mais enfin, il y a des interférences extérieures et aussi, évidemment, il y a eu des coups d'État qui ont voulu rééquilibrer les pouvoirs politiques dans un pays donné où les ethnies ont peut-être joué un rôle d'accaparement du pouvoir ou les inégalités sociales. Donc il y a des cas de figure tellement divers. Où, évidemment, qui a l'arme entre ses mains peut interférer sur les cours des événements. Mais je pense que c'est difficile de généraliser, de dire que les armées africaines et ce qu'ils peuvent faire dans une transformation qui est de toute façon graduelle. Alfred, quelle est votre analyse après les interventions de nos invités? Moi, j'ai 2 ou 3 choses à dire. La première, c'est qu'il faut distinguer dans la constitution des différentes armées africaines au moment des indépendances entre les armées en général et puis les gardes prétoriennes, puisque la plupart des chefs d'État ont fini par créer autour d'eux des gardes prétoriennes pour défendre leur propre pouvoir, et souvent les coups d'État sont venus de ces gardes prétoriennes, constituées, armées de cette façon-là. Et le reste de l'armée, souvent, a été délaissé à elle-même et s'est transformé finalement, alors là, vraiment pour le coup, dans la plupart des pays, un facteur d'insécurité pour les populations parce que c'est sucrant sur la population. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que, de manière générale, dans tous ces pays africains, le véritable problème est celui de la redéfinition de la mission de l'armée, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, aucun de ces pays n'a eu la présence d'esprit de se dire mais quel est le rôle à faire jouer à l'armée au moment de paix ou au moment de guerre. Alors, les premières armées sont un héritage de la force publique. Par exemple, pour la RD Congo, les anciens tirailleurs, ce sont des soldats de la coloniale. Et ces soldats de la coloniale, on sait comment ils se sont comportés dans la plupart des pays. Des efforts ont été faits pour la formation des officiers supérieurs, etc. Mais le recrutement des hommes de troupes, jusqu'aujourd'hui, fait problème. Donc il y a la question de la formation des troupes, la question de la carrière, et dernière chose, la manière dont on pense effectivement la taille de ces armées-là. Et au fond, on voit que c'est pléthorique, puisque la taille étant importante, il faut des moyens financiers importants. Or, aucun des pays africains aujourd'hui ne peut à lui tout seul, n'est-ce pas, avoir des moyens de soutenir des armées énormes quand on voit le nombre. Et donc du coup, il faut effectivement mettre autour de la table cette question des armées africaines pour voir quelle serait leur mission. Naturellement, au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, on parle de la force africaine en attente qui serait justement l'armée de l'Afrique pour se substituer aux armées étrangères qui interviennent en Afrique. Mais là encore, on le voit, ça traîne parce qu'il n'y a pas de moyens à mettre à la disposition de ces armées. Enfin, toujours par rapport à cette question-là, on voit à travers tous les conflits qu'il y a aujourd'hui, quelle est la capacité de projection de ces armées-là? Le cas du Mali est assez flagrant. On voit que s'il n'y a pas eu l'intervention de la France, si les Nations Unies n'ont pas mis les moyens pour le déploiement des troupes, rien ne se fait. Donc, justement, entretenir une armée, ça coûte énormément cher. Sur ce point du Mali, quelle image ou symbole voir derrière l'arrestation du capitaine Sanogo, par exemple? Je ne connais pas les en dessous, mais d'après ce qui a été rapporté, c'est qu'on lui reproche le massacre d'un certain nombre de soldats, le fameux béret rouge, aux environs du camp de Kati. Mais je pense que sa principale responsabilité, c'est surtout le coup d'État. Parce que les massacres, on peut toujours mettre ça sur le compte des bavures, de subordonnés, et il n'est pas évident qu'on puisse établir qu'il ait donné l'ordre. Et je ne comprends pas, il y a une certaine omerta au niveau des frères maliens à parler en profondeur de cette histoire de coup d'État. On sent confusément qu'il y a des gens qui étaient pour
Oui, ça on le sentait. On sentait d'autres qui n'étaient pas pour, mais qui n'osaient pas le dire. Mais il y a une espèce d'interdit là-dessus. Et je pense que le vrai débat, il doit être sur la question du coup d'État. Par ailleurs, personnellement, de par l'expérience de la guerre civile au Tchad ou dans les pays voisins, en Centrafrique, au Soudan, que je connais un peu, je ne suis pas très enthousiaste quant à règlement de ce genre de problèmes par la voie judiciaire. Hein, à amener tel responsable à la haie, il faut d'abord poser le problème en termes de débat, hein, pour voir ce qui s'est passé à travers des structures ad hoc comme les commissions Vérité et Réconciliation inaugurées si brillamment par nos frères sud-africains et autres. Il faut d'abord déconstruire la crise au niveau de la réflexion de l'approche politique avant d'aller dans les sanctions. Donc je crains que ça soit un peu, disons, réduire la chose et qu'on restera au bout du compte, procès ou pas, condamnation ou pas, quant au fond sur notre fin. Merci messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Patrice Talon ne sera pas extradé vers le Bénin. La décision a été annoncée ce mercredi par la justice française. L'homme d'affaires béninois est accusé par les autorités du Bénin de tentative d'empoisonnement du président Boni Yayi en 2012. Et puis utilisation du premier drone à l'est de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont lancé l'engin ce mardi à Goma. Objectif, surveiller les mouvements d'éventuels groupes armés et les déplacements des populations civiles. Achek Ibn Oumar, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères et membre de l'opposition, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.